Bonsoir. La situation se dégrade de nouveau entre l'Algérie et la France à la suite de la prolongation du mandat de dépôt pour l'agent consulaire qui avait été appréhendé par la justice française lors du rapt de la tentative d'enlèvement de Amir Bokhors, dit Amir DZ, sur instruction, nous dit-on, du plus haut sommet de l'État en Algérie par le biais du BS, Bureau de sécurité de l'ambassade, autrement dit par le DRS, comme on les appelle plus communément, de l'ambassade et du consulat. Alors je vais peut-être vous lire dans son intégralité le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien comme entrée en matière. Alors, communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué le 26 mars courant au siège du ministère des Affaires étrangères. Cette convocation a eu pour objet d'élever, dans les termes les plus fermes, une protestation contre le renouvellement hier, pour une durée supplémentaire d'1 année, de la détention provisoire d'un agent consulaire algérien. L'attention du diplomate français a été fermement appelée sur le fait que l'agent consulaire algérien faisait déjà l'objet d'une détention provisoire d'1 année, et ce depuis le mois d'avril 2025, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Dans ce même contexte, il lui a été fait part d'une très vive réprobation quant au traitement inqualifiable que subit l'agent consulaire algérien depuis son incarcération et qu'a permis de relever la première visite consulaire autorisée dont il a bénéficié le 17 mars courant. Enfin, il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision difficilement justifiable ou recevable aura inévitablement des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Fin du communiqué. Alors, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maître Issa Rahmoun, avocat et secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Maître Rahmoun, merci d'être des nôtres. Merci Si Jamal pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs, chers confrères, Zulfilek. Et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Votre confrère, en effet, Maître Athman Bessalem, avocat à Paris. Merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation et toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Pour décrypter l'actualité. Pour décrypter tel que le précise l'intitulé de cette émission. Alors, mes chers amis, beaucoup de gens, dont moi-même, dont vous-même je présume aussi, ne comprennent pas comment ce système, l'État algérien, pour lui faire l'honneur de l'appeler ainsi, l'État algérien, pourtant composé de gens qui ont fait des études supérieures, qui ont été des énarques, dont beaucoup ont fait des études dans les universités occidentales, dont certains ont à leur actif des recherches universitaires. Comment peuvent-ils ne pas comprendre cette notion fondamentale, matricielle de la démocratie qu'est la séparation des pouvoirs? Comment un tel régime peut-il, parce que l'État français, la justice de l'État français, qui ressort d'un pouvoir censé être séparé des autres pouvoirs, sur lequel donc le pouvoir exécutif ne peut pas peser, pourquoi le régime algérien ne comprend-il pas que le juge d'instruction puisse, sans recevoir d'instruction de qui que ce soit, comme cela se passe
malheureusement en Algérie où la justice est aux ordres, puisse, ce juge d'instruction français, décider de prolonger le mandat de dépôt d'un agent consulaire qui ne dispose pas, je le précise d'emblée, d'immunité diplomatique. Ça semble tout à fait hallucinant. Pourquoi, et ce sera ma première question à vous deux, le régime algérien ne comprend pas, n'assimile-t-il pas que l'État français est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs et donc de l'indépendance de la justice? Ok, je commence. C'est problématique. Dans l'histoire, et on l'a vu clairement, que la conception dictatoriale, c'est quelque chose qui peut émaner de la part de personnalités politiques, quel que soit leur niveau d'instruction. On le voit actuellement en Corée du Nord, avec Kim Jong-un, qui a fait quand même des prestigieuses écoles et suivi un parcours exemplaire en Suisse et d'autres pays occidentaux, et dans des universités prestigieuses, mais cela n'empêche pas que, dans sa façon de concevoir le politique, il est dictatorial. Il n'y a pas que ça. Donc, même dans l'histoire de notre pays, en Algérie, on l'a vu, il y a des personnes qui ont fait des hautes études, mais ils ont eu des comportements non seulement autoritaires et dictatoriaux, mais qui ont dépassé même le cadre de crimes contre l'humanité, avec des décisions affreuses, des responsabilités et des implications dans des actes de torture et d'assassinat, d'enlèvement, de séquestration et même de disparition forcée. Actuellement, l'Algérie et le gouvernement algérien, il est dans un virage autoritaire, il faut le dire. Dans un virage autoritaire, donc on part déjà avec l'idée qu'ils ont cette conception autoritaire de la chose politique. Et on le voit, hein, si on prend en parallèle aussi avec l'actualité, l'amendement de la Constitution, et quand on voit ce qu'on appelle l'amendement technique ou la modification technique... Cette dernière opération dite réaménagement ou révision technique. Révision technique de la Constitution. Pour éviter de passer par le référendum. Exactement. On voit clairement qu'il y a une volonté de museler la liberté de la justice. Surtout qu'on a enlevé le droit d'une décision, du cœur de décision du Haut Conseil de la magistrature. Les décisions du Haut Conseil de magistrature ne sont plus, ils n'ont pas la force de la loi, elle est juste consultative. Donc là, on voit la conception, on voit déjà l'idée, on voit déjà la philosophie du gouvernement. Mais cette conception aussi, elle est en train de s'exporter. Ils n'arrivent pas à comprendre que dans un pays comme la France, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Le président Macron ne peut pas se réveiller demain, prendre le téléphone à l'Élysée, appeler un juge d'instruction et demander la libération d'une personne. Ça ne marche pas. Contrairement à ce qui se passe en Algérie. Exactement. Où il est monnaie courante que de petits apparatchiks, même pas au plus haut sommet de l'État, de petits apparatchiks, par exemple un wali, un sous-préfet, puis prennent le téléphone pour commander le verdict de façon précise. Ça veut dire, il dit, je veux que vous lui donniez 3 ans, je veux que vous lui donniez 1 année. Absolument. Je vous laisse poursuivre. Et pour continuer un petit peu dans cette démarche, c'est que ça a déjà commencé bien avant. Il y avait une demande des autorités algériennes d'extrader certains opposants. Il y avait la demande d'extradition de MRDZ, qui est actuellement au centre de cette crise-là, vu l'affaire de tentative d'enlèvement, de kidnapping et d'assassinat. Mais il y a aussi une demande, par exemple, d'extradition de certains militants du MAC, mais pas que, ainsi que d'autres militants politiques dans l'opposition aussi. Et la demande des autorités algériennes, ce qui est non dit, c'est d'enlever la protection internationale à certains opposants. Et Tebboune n'arrive pas à comprendre que Macron ne peut pas, même s'il voulait, ne peut pas répondre favorable à ce genre de demande.
Ils n'ont pas cette conception que, que des États qui respectent encore le droit, surtout en interne, existent encore. Que des pays qui comprennent ce qu'est la séparation des pouvoirs existent encore. Cette conception, elle est compliquée pour eux de la comprendre. Mais il y a aussi un autre élément, peut-être historique. Je pense qu'à un certain moment, et peut-être c'est un élément à développer, qu'il y a eu des relations, comment dire, des relations étroites entre les services algériens et les services français, qui avaient une certaine entente, une certaine volonté de coopérer, entre guillemets, sur certains dossiers. Et actuellement, il y a un changement d'attitude de la part de l'État français. Je pense que ce changement d'attitude, ce changement peut-être de tradition de travail avec le gouvernement algérien, ne plaît pas à l'appareil de l'État, et même peut-être, il est incompréhensible. Je crois que je vois un peu ce à quoi vous faites allusion. Si c'est le cas, nous pourrions revenir, parce que c'est très important. Parler un peu de la période Bruguière. Jean-Louis Bruguière, entre autres, avant Trévidic, où effectivement il y avait une coopération très serrée entre les services algériens du temps de Smaïl Lamrali notamment, et Yves Bonnet du côté français, qui était à la DST, et qui avait réussi par l'intermédiaire de M. Pasqua à embrigader le juge d'instruction, M. Bruguière, nommé j'allais dire cavalièrement Monsieur Antiterrorisme, et qui, en effet, obéissait à des directives venant du politique français et venant du politique algérien. C'est ce qui avait habitué les Algériens à considérer que la justice française aussi était tout aussi manipulable que la leur. Et pour terminer, je pense que Tebboune aussi, il a vécu cette période. Il a vécu cette période de ce qu'on appelle la relation de la vie en rose, des relations diplomatiques franco-algériennes. Et maintenant, l'analyse est c'est qu'il y a un changement, comment dire, de comportement, de conception, de relations au sein de l'État français avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et là aussi, le changement un petit peu de toute la classe politique en France, on le voit, il y a un rajeunissement, il y a des nouvelles têtes qui apparaissent. Ah oui, oui. Et c'est devenu en même temps un cheval de bataille. Je pense que l'ancienne élite politique française n'a pas légué ce côté-là ou cet héritage-là relationnel entre l'Algérie et la France. Nous pourrions à la nouvelle y revenir, génération. c'est très intéressant. Aïssa Rahmoun. Effectivement, la conception de l'état de droit, ce n'est pas le fait d'être diplômé, de faire les grandes écoles, effectivement. C'est une histoire de conviction, c'est une histoire de pratique, et c'est une histoire culturelle liée à la nature structurelle d'un État, d'un régime politique. Force est de constater, effectivement, que depuis l'indépendance du pays, l'Algérie n'y croit pas à l'état de droit. Le pouvoir algérien, du moins, ne croit pas à la démocratie, ne croit pas aux droits de la personne humaine, aux libertés individuelles, aux droits fondamentaux et aux libertés collectives. Donc l'ADN du régime, il est constitué de cette manière. Donc aujourd'hui, ça ne va pas nous étonner si le régime algérien, à travers un communiqué, ou même à travers des campagnes via les organes de presse officiels, via la télévision officielle, s'attaque à l'état de droit. Ça me rappelle aussi le comportement de l'extrême droite en France, qui s'est attaqué au lendemain de la condamnation de la chef de file du Rassemblement national. La première des choses, ils ont attaqué les magistrats. Il y a aussi l'affaire Sarkozy. L'affaire Sarkozy. L'affaire des influenceurs algériens qui étaient sous régime d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français, envoyés à Alger et renvoyés d'Alger, après avoir introduit un recours, le tribunal administratif de Melun avait annulé la décision. A débouté une décision de très haut lieu du Premier ministre lui-même, du ministre de l'Intérieur.
Rotailleux. parce Et qu'il y pour avait une l'histoire, erreur de le même juge, à l'occasion d'un plateau, d'un échange, d'un plateau, je pense que c'était une émission dans une radio française, avait appelé à l'émission, il a défié Rotailleux devant les Français et le journaliste, en disant « Vous n'avez pas le droit de vous immiscer dans les affaires de la justice ». Donc aujourd'hui, les juges en France, contrairement à ce qui se passe, ce qui est de coutume et de pratique en Algérie, est un rempart pour les libertés individuelles et collectives. Et contre l'abus. Tout à fait. Donc là, il s'agit effectivement de... est-ce que dans la pratique du régime algérien, qui m'a عندنا, le ministre de l'Intérieur, Nunez, actuellement, qui vient de revenir d'Algérie, va appeler le ministre de la Justice, garde des Sceaux français, ou bien un juge d'instruction pour libérer l'agent consulaire algérien, je ne pense pas que ça existe en France. Je vais profiter de ce que vous venez de dire. Hein. Vous venez de poser la discussion sur des bases fondamentalement principielles. J'ai profité de cette occasion justement pour rappeler quelque chose, pour rappeler que M. Tebboune, l'homme censé incarner la loi, censé incarner la République, censé incarner la Constitution, censé incarner l'État algérien. Et donc tous ces principes fondamentaux, dont la présomption d'innocence. Est-ce qu'il est concevable qu'un chef d'État qui se dit très attaché au droit, à la justice, à la Constitution, puisse traiter quelqu'un dont le procès était en instruction, justement, M. Sansal, d'enfant qui ne connaît pas son père, d'escroc, de voyou, d'agent de l'ennemi, alors que son procès était en instruction, qu'il était présumé innocent de tout ce qu'on voulait lui coller. Est-ce qu'il est concevable que le même chef de l'État puisse, de la même manière, s'attaquer à M. Dararni, qui avait été incarcéré et dont le procès était en instruction? Et M. Tebboune, dans une communication publique relayée par toutes les chaînes de télé en Algérie, a déclaré ceci: cet homme est une balance au service des ambassades étrangères. Khabarji. C'est une balance. Il n'a rien de journaliste. Et ça se passait au moment où cet homme était censé être protégé par la présomption d'innocence. Est-ce que vous pourriez nous dire votre avis sur cette gravissime question? Moi, je pense que c'est une violence caractérisée. Pourquoi? Ce n'est pas seulement les deux cas qu'il faut citer, Sansal et Khaled Dararni. Souvenez-vous aussi de Qadri Hassan, qui était aussi traité agent de l'étranger. Agent de l'étranger. Souvenez-vous de la campagne, de la grosse campagne de manipulation contre Allah yarhamou Bourgaha, qui avait été qualifié d'agent de l'armée française. Usurpateur. Alors que c'était il a usurpé une qualité, il a usurpé la qualité de celle de son frère. C'était son frère et pas lui. Mais non, là, il s'agit, d'une violence caractérisée, d'une violence politique, parce qu'il s'agit du chef de l'État. Mais à la limite, ce n'était pas Tebboune qui l'avait dit. Là, pour moi, j'ai évoqué ces exemples. C'était Tebboune en personne et pendant des procès. Et souvenez-vous aussi de la déclaration de la campagne lorsque Tebboune était candidat à son premier mandat, à la question d'un journaliste sur le cas de détention de son fils, pour une affaire connue en Algérie, avait déclaré « Moi, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires de justice parce que je considère que la justice est indépendante. » Moi, je pose la question, et toutes les déclarations sonnent du fou. Quand il déclare faire confiance à la justice algérienne, c'est qu'il a les garanties que son fils allait sortir de prison après son élection. Et comment? Et quand il déclare que Khaled Dararni et le Qadri Hassan sont des Khabarji, c'est la meilleure orientation de la justice. De condamner lourdement. Et ça, on a vécu ces déclarations, pas seulement en Algérie, Qais Saïd en Tunisie. Oui. Il avait déclaré la même chose à l'occasion du procès du complot. Il disait la chose suivante, que tout magistrat
tout juge et tout avocat qui vont défendre Had el-Khallatin, ils auront affaire à moi. Il a rompu la présomption d'innocence. Bien sûr. Il a donné une consigne Mais claire. bien sûr. Donc là, ce n'est pas seulement le fait de s'immiscer dans le travail de la justice, de violer la présomption d'innocence, mais des menaces contre des magistrats. Et quand on révise justement les révisions techniques, ces ingénieurs de la Constitution qui Nous ont allons y opéré arriver. ce changement, quand on enlève au Conseil national de la magistrature un acte qui est un avis conforme sur la désignation des magistrats, des hauts grades dans la magistrature, tels que chef de cour aux procureurs généraux, aujourd'hui c'est une coquille vide. Il ne reste plus rien du Conseil national de la magistrature. Nous allons y arriver. Mais sinon, au sujet de ce chef d'État qui viole la présomption d'innocence, au moment où il se pose en grand justicier devant l'Éternel, en grand trébucher des grands équilibres dans la séparation des pouvoirs. Absolument. Donc là, dans le cas d'Arni, à titre d'exemple, comment peut-on expliquer que quelqu'un qui est accusé publiquement par le président de la République d'un État d'être un agent de l'étranger, qu'il vend des informations, parce qu'on va essayer un petit peu d'enjoliver les paroles de Tebboune. Lui, il a dit le terme khabarji, mais quand on va le traduire vers des termes techniques, etc., là, on parle d'un ennemi de la nation. Oui. Là, on parle d'un acte de trahison. Haute trahison. Haute trahison. D'informateur. Comment peut-on expliquer qu'après la libération de Khaldrani, il est invité à un dîner où il a rencontré Tebboune face à face. Il lui remet une demande, une pétition, si je ne me trompe pas, pour la libération d'Hassan al-Qadi. On peut rencontrer quelqu'un qui était condamné pour des faits mineurs. Mais celui que le président accuse qualifié de haute trahison, soit là, il y a une erreur profonde de la part des conseillers du président de la République, et donc là, il devrait y avoir des comptes, soit l'appareil présidentiel est défaillant à ce point de recevoir un traître à la nation. Donc là, il faudra avoir des explications. Ça relève de la trahison. Ouais. Ça relève de la trahison pour M. Tebboune. Bah oui. C'est de la haute trahison. Le fait de recevoir quelqu'un accusé de haute trahison est une trahison en elle-même. C'est triste. En fait, là, peut-être je vais aller sur un autre plan. C'est triste. C'est vrai, ça nous fait rire, mais c'est triste. Ça veut dire, je tiens à dire, je n'ai pas de plaisir à parler de cette façon-là sur le président de mon pays. J'aurais aimé... Nous aurions tous aimé. D'être dans une autre situation. Nous aurions tous aimé être en admiration. Et donc le message devant l'homme providentiel à donner aux téléspectateurs, c'est que personnellement, je ne me réjouis pas. Peut-être ça nous pousse à rire et à sourire, mais ça ne nous réjouit pas. Je pense que c'est partagé. Mais arriver à un tel degré de manque de professionnalisme, de sérieux et de respect aussi à la fonction présidentielle, c'est extrêmement grave. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu technique. Vous êtes tous les deux avocats, vous êtes tous les deux militants pour la démocratie, et Maître Rahmoun est secrétaire général de la Fédération internationale des droits humains. Vous êtes aussi membre de Riposte Internationale, tous les deux, je crois, si je ne m'abuse. Comment, pardon ? Vous êtes tous les deux membres de Riposte Internationale en même temps. Moi, je ne suis pas membre. D'accord, je suis sympathisant. Maître Rahmoun, si, membre fondateur. Non, pas membre fondateur. D'accord, membre. Alors, j'aimerais vous poser une question donc, technique. Alors, le communiqué parle en dépit, ça veut dire de violation des droits de cet agent consulaire, en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963. Et d'un. Il suggère très fortement, ce communiqué, que cet homme est protégé par une immunité diplomatique. D'abord, la question que je vous pose, est-ce que réellement il jouit, il bénéficie d'une immunité diplomatique? Ensuite, est-ce que le juge d'instruction français, est-ce qu'il pourrait, comme le suggère ce communiqué, est-ce qu'il pourrait aller jusqu'à violer le droit, les lois de son propre pays,
les lois du Code de procédure pénale, les lois et les dispositions dans toutes leurs déclinaisons du Code pénal français, pour aller jusqu'à infliger à un justiciable une prolongation de mandat de dépôt qui ne soit pas dans la légalité, dans le respect des droits de ce justiciable. La question est pour vous deux. Chers confrères, je vais lire l'article de la Convention de Genève et je vous laisse peut-être répondre sur le fond. Alors, l'article 41 de la Convention, de la Convention citée dans par le communiqué. D'accord. Alors, je lis. Les fonctionnaires consulaires. Là, il parle de l'ensemble des personnes qui gravitent autour de la fonction diplomatique et consulaire. Article 41. Alors, j'ai bien dit la Convention de Vienne. Hein, oui, la Convention de Vienne, pardon. Oui, oui. Alors, inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires. L'article 1 de ce chapitre, il commence par quoi? Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave, à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Donc, la Convention de Vienne prévoit l'arrestation d'un agent, d'un fonctionnaire consulaire en cas de crime grave. Alors, je rappelle, hein, c'est très intéressant ce que vous nous dites. Je me permets de revenir. Et là, je suis exactement... Alors, ils disent, et ce depuis en dépit. Ça veut dire ses droits ont été violés en dépit de son statut protégé au titre de la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1960. Vous nous dites que quand il commet un crime, ce qui est le cas, un rapt, un kidnapping, un enlèvement qui est qualifié de crime et non pas de délit. Alors, j'aimerais que vous nous relisiez, que nous puissions... Là, je suis sur le site de Legal UN, donc ça veut dire le site officiel où les actes légaux sont publiés par les Nations Unies, ce qui est écrit. L'article 41, le titre de l'article 41, c'est l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires. Donc là, ça passe ce qu'on appelle de l'immunité. L'article, donc le paragraphe 1, qu'est-ce qu'il dit? Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Donc là, on fait face à un crime grave, effectivement, et la décision est émanée d'une autorité compétente judiciaire en France, sur le territoire de la République française. Il y a aussi la présomption d'innocence, parce que le crime, jusqu'à présent, il n'est pas prouvé, il n'est pas jugé. Il n'y a pas eu de jugement. Par contre, effectivement, la Convention de Genève, ça évoque l'accomplissement efficace de Vienne, oui. De Vienne. L'accomplissement efficace des fonctions de mission diplomatique. Ça évoque 3 cas de figure. La Convention de Vienne, l'inviolabilité personnelle, l'immunité juridique et la liberté de déplacement. Dans ce cas de figure, il s'agit d'un agent consulaire. Ce n'est pas un ambassadeur. Ce n'est pas un diplomate. Ce n'est pas un diplomate. C'est un agent consulaire. Agent consulaire. Pardon, maître Rahman. Je pense même. Ça veut dire qu'il ne dispose pas de l'immunité diplomatique. Il ne dispose pas d'immunité diplomatique. Il a une immunité... Par contre, il a une immunité fonctionnelle. Elle est personnelle, comme elle est liée à sa fonction d'agent consulaire, délivrance de visa, assistance aux ressortissants algériens, c'est-à-dire les Algériens qui alors, pour bien comprendre, il n'assume pas de fonction pour des relations entre les deux pays, il assure des fonctions de gestion de ses compatriotes algériens sur le sol où se trouve son consulat. C'est un fonctionnaire du consulat. Un fonctionnaire du consulat. Donc, c'est l'état civil, les passeports, voilà, les livrets de famille. À son immunité. Il a le droit de se déplacer, il a le droit de rendre visite aux ressortissants algériens, il va al janaza, il va al ars, il va al habs, à la limite. Bien sûr, il va rendre visite avec un mandat aux ressortissants algériens qui sont incarcérés, etc. Donc il ne jouit pas d'une immunité. Et c'est lui qui délivre aux autorités françaises le passeport consulaire pour permettre le rapatriement des clandestins. Tout à fait. D'accord. Donc ça se limite aux actes d'état civil, à la vie courante administrative et civile des ressortissants algériens en France. Donc on arrête de dire que c'est un diplomate. Il est agent consulaire, mais il n'est pas diplomate au sens de la Convention de Vienne. D'accord. C'est tout à fait clair.
Donc, ce monsieur qui délivre donc des laissez-passer consulaires, des livrets de famille, des passeports pour ses ressortissants, assume une fonction consulaire qui n'est pas une fonction diplomatique, laquelle, elle, est fondée sur les relations entre les deux pays, les relations bilatérales. Et la Convention de Vienne continue qu'il n'y a pas d'immunité quand il s'agit d'actes de type pénal, de responsabilité administrative devant la juridiction administrative française et devant la juridiction civile. Alors, j'ajouterai à ça, oui. c'est Jamal. Oui. Effectivement, nous avons évoqué les années 90 et mon confrère, on en a touché du doigt. Il faut contextualiser ces approches sécuritaires. Les années 90, des attentats terroristes sont passés en France. oui, Et l'Europe aussi. oui. Ils étaient dans l'obligation de coopérer. Actuellement, est-ce que les Algériens représentent en France, est-ce qu'il existe des groupes terroristes algériens qui mettent des bombes? Oui, selon le régime algérien, Arachad et le MAC. Mais on ne les a pas... Alors que l'État français, qui les suit à la loupe, comme il suit à la loupe tous les mouvements un tant soit peu polémiques, pour rester gentil, il n'a pas considéré la demande algérienne de les qualifier de mouvements terroristes. Et la preuve, c'est que... Alors qu'ils sont sur son sol. Et les juridictions françaises n'ont jamais exécuté les arrêts, les mandats d'arrêt internationaux délivrés par l'Algérie d'extradition délivrés par l'Algérie contre ses opposants ou bien ses terroristes. Alors, avant d'arriver à la révision technique du consulat, une dernière question pour nos téléspectateurs qui sont un peu dans l'expectative, dans le questionnement, qui se demandent qu'est-ce qu'il faut se décider à penser de cette histoire. Un régime qui est sur le point de rompre les relations diplomatiques, ou du moins qui dit enfin il a été notifié au chargé d'affaires français le fait que cette décision difficilement justifiable ou recevable aura inévitablement, il n'y a pas de doute, des conséquences sur le cours normal des relations algéro-françaises. Donc, un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui va aussi loin, qui menace donc de compliquer les relations algéro-françaises de façon inévitable. Est-ce que notre téléspectateur qui est en train de nous suivre, il est possible de lui faire toucher du doigt une précaution, une disposition de l'état d'esprit d'un juge d'instruction français? Est-ce qu'il peut violer le droit? Est-ce qu'il peut violer la loi sur la détention provisoire, juste comme ça, parce qu'il n'aime pas le monsieur, parce que le faciès ne lui plaît pas, ou parce qu'il est ressortissant d'un pays donné, ou parce que, pire encore, il aurait reçu les instructions pour le faire? J'aimerais une réponse qui soit claire pour que nous puissions comprendre. Moi, je vais aller un petit peu dans la situation elle-même. En matière juridique, on parle toujours de fait juridique, le fait lui-même. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu actuellement des preuves tangibles, et là on parle de preuves scientifiques, de l'implication d'agents officiels de l'État algérien sur le territoire français de tentatives d'enlèvement, de relations avec des bandes organisées. Je crois que c'est plus qu'une tentative d'enlèvement. C'est un enlèvement et un rapt, puisqu'il a été commis, il a été consommé. Ce n'est pas une tentative, il n'était pas sur le chemin pour le faire. Oui, exactement, pardon. Donc moi je parle un petit peu, désolé, oui, c'est vrai. Et il y a actuellement plusieurs accusations, je n'ai pas encore lu les détails un petit peu de l'affaire et la chronique de l'affaire, mais il y a des éléments probants. Ça veut dire, je ne pense pas que l'État français ou les autorités judiciaires françaises, y compris les médias français, vont y aller aussi loin dans le détail des révélations, des détails de l'enquête, s'il n'y avait pas quelque chose de fiable. D'un autre côté, si les autorités algériennes étaient sûres de leur côté de la non-implication de leurs agents dans des affaires de barbouzerie qui font honte à notre pays, je le dis et je le redis, ils auraient quand même eu le courage
de parler de ça sur les plateaux de télévision. Ils auraient pu débattre de cette situation, envoyer... Crier au scandale. Crier au scandale et de détailler l'affaire. Mais là, il y a des preuves. Au lieu de gérer ça en catimini et dans les coulisses et de reconnaître l'erreur et de faire tout pour ne pas... Et de prendre des mesures de sanction Et de prendre des mesures contre de les gens sanction. qui se sont permis d'enlever quelqu'un dans un État étranger. Là, ils sont en train de s'enfoncer. Et de revenir, tout à l'heure on parlait de la fonction présidentielle, Tebboune avec ses déclarations, il porte atteinte à la fonction présidentielle, ces gens-là portent atteinte non seulement à l'image du pays, mais à l'honneur du pays aussi. Et sa crédibilité. Il me semble qu'actuellement, on ne peut pas parler de preuves. On peut parler d'éléments probants et concordants qui ont conduit le magistrat instructeur, qui est le juge d'instruction, à prolonger En son âme et conscience, comme on dit. la détention provisoire. Alors, question de détention provisoire ou détention préventive. Il faut trancher sur la question. C'est la même chose dans le jargon judiciaire. Mais dans ce cas de figure, il s'agit d'une affaire criminelle. L'entreprise terroriste, selon ce qu'on a lu, parce qu'on n'a pas accès au dossier. Ce qu'on a eu comme information. Il y avait des révélations quand même de la part des journalistes qui ont consulté le dossier. Voilà, mais on n'a pas consulté le dossier. Aussi. Ouais, voilà. Et puis les informations des journalistes aussi, sachant qu'ils n'ont pas accès au dossier, ils peuvent les avoir dans les couloirs. Selon ce qu'on leur a communiqué. Voilà. Le Canard enchaîné, Voilà. France Télévisions. Selon leurs propres investigations. Ça reste des informations. Oui. Mais le dossier, on n'a pas accès au dossier. Mais cette détention provisoire ou préventive, elle vise à quoi en fin de compte ? À protéger déjà celui qui est en détention, à protéger d'éventuelles preuves de culpabilité de celui qui est en détention, à protéger les témoins, ne pas avoir de contact direct ni avec celui qui est en détention, La pollution du dossier. ni avec les intermédiaires. Il faut souligner qu'il y a 8 Pollution personnes. et influencer le dossier, orienter le dossier d'une manière politique, Oui. parce qu'il s'agit Pardon, d'une affaire il faut juste politique. souligner qu'il y avait, selon certains aussi journalistes, qu'il y a 2 personnes aussi, des agents consulaires qui ont fui au moment pays. des faits le pays via l'Italie. Dont le chef de bande. Exactement. Et il y a actuellement aussi d'autres personnes dans le dossier dont les autorités algériennes n'en parlent pas. Il y a Donc, pas pour les qu'un besoins, agent. Il y a pour- 2 personnes qui ont fui via l'Italie. C'est ça. Et il y a aussi d'autres personnes impliquées dans le dossier. Et donc, pour les besoins de l'enquête et de l'instruction, le magistrat instructeur, il est dans l'obligation, dans le devoir même, de maintenir la détention en attendant d'accéder à d'autres preuves et pour protéger et celui qui est en prison, mais aussi protéger l'agent ciblé qui est Amir Boukhars. Je ne donne pas un billet à blanc pour la justice française, mais ils n'auraient jamais, en connaissant un petit peu les autorités judiciaires françaises et le fonctionnement, ils n'auraient pas pris le risque de prolonger s'il n'y avait pas des éléments sérieux qui les inculpent dans cette affaire-là. Alors, il nous reste très peu de temps, 5 minutes, et nous allons déborder sur l'émission. Je vais vous laisser parler sur cette révision constitutionnelle qui mériterait à elle seule toute une émission. Et je crois que si vous êtes d'accord, nous pourrions y revenir dès le début de la semaine prochaine. Mais en attendant, aujourd'hui, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire sur cette OVNI, cet objet volant non identifié ou non institutionnel? Autoroute vers la dictature. C'est un OJNI, c'est un objet juridique non identifié. Voilà, pourquoi ? OJNI. Parce qu'effectivement, la consultation, l'amendement d'une constitution est censé passer par un référendum populaire. Oui. Donc, C'est pour ça qu'ils ont dit technique. Voilà, ils ont peur de la consultation du peuple algérien, parce que depuis le Hirak, aucune élection n'a vu les Algériens autant intéressés par ces élections. Donc il y a un divorce qui est consommé entre l'autorité politique, le régime politique et la société algérienne. Ça, d'une part. D'une autre part, moi j'avais fait un petit commentaire satirique en disant que les agents polyvalents de l'Assemblée ont adopté à l'unanimité, À part les sénateurs du FFS qui ont boycotté, je pense.
Non, 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 à l'unanimité. Il n'y a pas eu l'unanimité. une seule abstention. À Je ne l'unanimité. dis pas une voix contre. Hein. D'accord. Tout le monde a dit oui. À l'unanimité, un amendement technique fait par des ingénieurs de la Constitution. Pourquoi agent polyvalent et ingénieur? On est dans un aspect technique. On est dans un aspect Le technique. FFS a boycotté. Il C'est n'a ça. pas participé il a boycotté. aux consultations. Ouais, ouais. Hein, il n'a pas participé. Mais Même ceux au qui vote même au vote. Voilà, c'est ça. Mais ceux qui ont voté ont tous voté oui. Mais le FFS, vous avez raison de le signaler, a boycotté la session, Mais ceux qui étaient présents, la effectivement. consultation. Et ce qui est dangereux dans ces amendements techniques, c'est le fait que le ministère de l'Intérieur aujourd'hui s'accapare de l'instance qui surveille les élections, qui observe les élections. L'autorité indépendante. L'autorité indépendante des élections, mais aussi le fait d'ôter aux magistrats leur indépendance d'une manière définitive. Alors, avant de vous laisser le mot de la fin, il y a eu 542 oui sur 542 votes. Terrible, terrible. Et là, on remarque une chose dans 542. 542 oui pour 542 voix. Ah, d'accord. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'il y a une concentration actuellement des pouvoirs, l'ensemble des pouvoirs en main du président de la République, de plus en plus. Donc là, on n'est plus dans une hyper-présidentialisation, on est face à une situation où tous les pouvoirs actuellement sont concentrés entre les mains du président de la République. Il y a énormément d'éléments. Il faut revenir vraiment sur une émission là-dessus, parce que vraiment, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Je le dis et je le redis. Et moi, je ne vais pas m'étaler, je vais juste parler d'un point. C'est le Conseil national de la magistrature. le Conseil national de la magistrature. Ce qui est extrêmement grave, c'est qu'on lui enlève actuellement ses prérogatives. Et Pour les convier on à le rend qui? Pour au les président de la République. Clair. Et on le rend comme étant un organe consultatif, alors que c'est un élément, c'est un conseil Exécutif. Voilà. Consultatif et exécutif. Non, actuellement, il n'a que Avant ces amendements. avant. Il désignait, il avait un pouvoir de décision. Exactement. Ce qu'on appelle Avec tout à les l'heure avis conformes. avec les Avec avis les avis conformes. conformes. Mais maintenant, il n'a qu'un rôle consultatif et on enlève aussi de la composante du Conseil le président du Conseil national des droits de l'homme et aussi des syndicats, des magistrats. On C'est les a clair. retirés. Alors, si vous êtes d'accord, on y revient au début de la semaine prochaine. On se donne rendez-vous, sauf cas de force majeure, sauf événement, peut-être qu'il va y avoir le redémarrage du Hirak. Ce qui on va revenir, voilà. On reviendrait en tant que La Hirakiste. révision technique, la Cour constitutionnelle dit que c'est conforme aux aspirations du Hirak authentique. Dans Dans la justification de l'acceptation de la correspondance de la présidence. Merci, chers amis, de nous avoir éclairés, de nous avoir apporté quelques explications à cet embrouillamini. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous donc à lundi. Merci.